les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accompagner pour cette dernière semaine du mois de juillet. On est ensemble jusqu'à 13h, 3 heures de débat, de conversation, de discussion, avec bien sûr pour vous, amis auditeurs, le moyen de vous installer autour de la table avec votre café, depuis votre lieu de vacances, depuis même votre travail, peu importe. On vous accueille comme vous êtes sur Sud Radio. 0826 300 300, vous vous installez. Et de quoi on va causer durant les prochaines heures? On va s'interroger sur ce que fait l'Italie depuis un mois. Et vous allez voir, peut-être qu'il va falloir également l'appliquer en France. La guerre aux racailles, c'est comme ça que Giorgia Meloni a décidé d'envoyer des militaires, des policiers partout dans quelques provinces pour faire la guerre, on va dire, aux petites frappes, aux petits trafiquants de drogue, aux petits trafics, un peu d'armes, un peu de violence, ceux qui étaient la plupart du temps responsables, vous savez, des fameuses rixes, des fameuses dégradations là. Eh bien, elle a lancé la guerre aux racailles. La question, elle est simple. Est-ce que, comme en Italie, la France doit se lancer dans cette guerre? 0826 300 300, vos réactions également sur les réseaux sociaux et le site sudradio.fr ainsi que son application. Un homme riche, qui plus est le plus riche de France, et souvent qui se partage le podium avec l'homme le plus riche du monde, c'est Bernard Arnault. Mais Bernard Arnault, il a peut-être été rattrapé par un peu de naïveté. Figurez-vous qu'il a décidé de jouer le jeu d'une enquête journalistique du journal Le Monde qui voulait s'intéresser à son empire LVMH, premier empire de luxe au monde, avec évidemment beaucoup de salariés, avec évidemment beaucoup de marques, avec évidemment beaucoup de risques d'ambassadeurs également tout au long du monde. Et ils ont fait une enquête, disons, à charge. Ils ont critiqué sa famille, ils ont inventé des choses. En tout cas, dans une réponse apportée au journal Le Monde, Bernard Arnault, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de faits, répond et il dit, bon, en réalité, j'ai bien compris qu'on ne m'aimait pas, qu'on faisait une sorte de guerre contre moi. Il utilise même le terme artillerie lourde. Le Monde a sorti l'artillerie lourde contre moi. La question, elle est simple ce matin. Est-ce que détester Bernard Arnault est un sport national en France? 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez que toutes les critiques faites à son encontre sont justifiées? Ou quand même, vous observez que la plupart du temps, il y a des critiques infondées, il y a beaucoup d'idéologie, il y a beaucoup de cirque. Après tout, il contribue, écoutez bien à ce chiffre, à près de 40 milliards depuis que LVMH existe. Il a contribué à la hauteur de son montant quand même à l'économie de l'État. C'est-à-dire qu'en impôts, en charge, il a payé plus de 40 milliards. Et puis quand même, il rayonne dans le monde, Bernard Arnault. Est-ce que sa détestation n'est pas tout simplement irrationnelle? 0826 300 300. Et puis, vous les avez vus tout le week-end, cet Armand. Peut-être même que vous êtes dans la région, des incendies qui ravagent le Gard, qui ravagent, le Var, qui ravage également la Gironde. Bref, des images spectaculaires, des pompiers à bout de souffle, des politiques parfois qui peinent à justifier les moyens qui sont employés pour lutter contre ces incendies. La question, elle est simple. Manque de moyens contre les incendies. Est-ce la faute à Macron, comme certains l'affirment, durant les invités politiques et parmi les invités politiques qui se sont succédés hier, durant toute la semaine dernière à cette antenne et à ce micro avec Benjamin Glaise? Certains ont dit, bah oui, évidemment que c'est la faute à Macron. Et puis en plus, ce sont des bourgeois qui habitent au Cap Ferret. Donc on va pas non plus se battre pour des bourgeois qui ont décidé de construire la plupart du temps dans des lieux qui n'étaient pas faits pour, avec leurs grandes piscines à débordement, leurs grandes villas. Bref, est-ce que sur les manques de moyens contre les incendies, on parle beaucoup notamment des Canadair, des budgets qui n'auraient pas été alloués aux bonnes personnes? Est-ce la faute à Macron? On se posera la question à partir de 12h30. Vous avez le programme pour le moment, 10h05, notre premier fait du jour. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Et à 10h05 sur Sud Radio, le premier fait du jour concerne évidemment les incendies encore qui ravagent la Gironde. Depuis mercredi dernier, c'est plus de 42 000 hectares qui ont entraîné forcément l'évacuation de près de 220 000 personnes. De 84 blessés parmi les sapeurs-pompiers qui puisaient, et une nuit qui a encore été particulièrement pénible. Bonjour Jérôme Steph. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire de Cestas. Comment ça se passe de votre côté? On parle énormément de la Gironde, on parle énormément de certains coins de France. Vous, du côté de Cestas, quelle est la situation avec l'évolution de cette nuit? Alors, nous déjà, la commune a été entièrement évacuée, soit près de 17 000 habitants. Depuis plusieurs heures maintenant, le feu est aux portes de notre commune, puisque il y avait un front notamment au niveau de notre centrale photovoltaïque. Hier, il y a eu une grosse course contre la montre menée pour créer des pare-feux, pour essayer de contenir l'incendie et éviter qu'il ne franchisse la route départementale et ne gagne de nouveaux massifs et surtout aille menacer nos premières habitations, avec notamment le quartier de Pierroton.
Et les nouvelles de ce matin, puisque à 4h30 j'étais sur site pour faire le bilan, c'est que elles sont plutôt quand même encourageantes. Le feu a été stoppé tôt ce matin. Il y a quand même un coup de vent cette nuit. Tôt ce matin. Alors sur le attention, hein, soyons très précis sur les termes. Le feu a été stoppé sur le front de la commune de Cestas, au niveau de la centrale photovoltaïque, malgré une reprise de vent, une saute de feu. Voilà, aujourd'hui, il est stabilisé sur le front de Cestas. Il y a eu de la pluie bienvenue en fin de nuit aussi, qui a permis aux pompiers d'avoir un répit et de mener le combat plus efficacement. Malheureusement, il est toujours actif et il se renforce notamment sur le secteur de Lombrières en direction de Saint-Jean-d'Illac. Donc voilà, je n'ai aucun optimisme par rapport à l'avancée du feu, mais toute petite victoire et tout petit gain est bon à prendre. Et donc je me réjouis notamment pour nos habitants cestadais qui, je sais, étaient très très inquiets notamment pour le quartier de Pierroton, et donc je tenais à les rassurer à ce niveau-là. Et la journée d'aujourd'hui, elle sera dédiée au renforcement des pare-feux. Au renforcement des pare-feux, on va y venir, surtout que c'est une actualité forcément pour vous, Jérôme Steph, le maire de Cestas, et tous ceux qui sont concernés indirectement par ces incendies dans les différentes régions. Au niveau national aussi, cela devient une priorité au plus haut sommet de l'État, puisque il y a quelques minutes, le président de la République vient de présider, ou va commencer à présider, une cellule interministérielle de crise sur les feux qui se déroulent actuellement partout en France. Vous, Jérôme Steph, justement, c'est quoi le programme de la journée? Renforcement des feux, vous le disiez, ça veut dire quoi concrètement? Renforcement des pare-feux, c'est-à-dire que hier on avait fait une journée consacrée à l'établissement des pare-feux en lien avec les experts des FCI et notre coopérative forestière Alliance Forêt-Bois, et donc on avait fait dans l'urgence, et donc on a fait une bande minimale pour essayer de faire le pare-feu sur sa totalité. Il y a eu un travail monumental, puisque le pare-feu fait quasiment 15 km de distance, et donc la journée d'aujourd'hui, elle va avoir pour but d'élargir un petit peu la zone de ces pare-feux, car malheureusement, dans 2 jours, on nous annonce le retour de la canicule. Demain, les vents risquent de retourner pour ramener le feu dans cette zone qui aujourd'hui est maîtrisée. Et donc, on va renforcer les pare-feux existants, et 2, il y a quelques petits pare-feux tactiques aussi qui sont en train d'être mis en place. À ce niveau, si vous me permettez, je voulais rendre hommage, moi, à tout le travail de nos experts DFCI en lien avec nos acteurs locaux. Et malheureusement, hier, nous avons appris le triste décès de Jean-Marie Baquet, qui était le président de la DFCI de Marcheprime, et alors qui n'est pas dû à l'incendie, mais je voulais lui rendre hommage, et notamment illustré aussi parce qu'il habitait un aérial à la Renardière, en pleine forêt, et toute cette forêt a été ravagée par les flammes, et son aérial est resté intact. Et pourquoi? Parce qu'il avait fait un travail remarquable de débroussaillement autour de sa propriété. Et je pense qu'il faut que ça nous serve d'exemple, notamment en termes d'obligations légales de débroussaillement. Et on voit que quand le travail est fait correctement, eh bien, il est efficace. Et voilà. Et donc, je voulais saluer son travail en tant qu'individu, et en tant aussi que président de la DFCI, et rappeler que il est primordial de s'en remettre justement à nos techniciens professionnels qui ont la connaissance du terrain et qui nous amènent les bonnes solutions. Jérôme Steph, je rappelle que vous êtes le maire de Cestas. On a vu quand même tout le week-end en partie ces images de tous les habitants qui venaient des 4 coins d'une commune ou des 4 coins d'une région pour essayer d'aider dans cette lutte contre les incendies. On a vu aussi les agriculteurs. Quand vous parlez de certains renforcements des pare-feux tout autour de votre commune, Jérôme Steph, concrètement, ça veut dire aussi que vous faites appel à cet élan un peu de solidarité avec tous les agriculteurs, des habitants qui peuvent éventuellement venir. On a vu pendant tout le week-end, notamment dans certains coins de France, cette nécessité de creuser parfois justement des tranchées pour essayer de faire un véritable pare-feu. On en est là aussi du côté de Cestas, par exemple? Oui, on en est là. La journée d'hier, elle a été dédiée à ça avec mon collègue de Marcheprime. On a effectivement orienté toutes les demandes de travaux. Alors,
Bon, pas des demandes de particuliers, il y en a quelques-uns, mais c'est pas utile parce que c'est pas efficace. Par contre, on a eu énormément d'agriculteurs, d'entreprises de travaux forestiers qui sont venus depuis le sud de l'Aquitaine et notre rôle, ça a été justement d'essayer de coordonner ces moyens, de les mettre à disposition, de filtrer aussi le type de matériel à amener, parce que tout le monde veut venir avec son matériel et tous les matériels ne sont pas forcément efficaces. Donc hier, on a fait un gros travail de filtre en fait entre nos mairies respectives, les entreprises qui se proposaient et notre coopérative forestière Alliance Forêt-Bois qui coordonnait un petit peu le dispositif et que je remercie d'ailleurs pour son efficacité parce que le travail accompli en lien avec nos experts des FCI, eh bien, il a porté ses fruits. Alors, je suis extrêmement prudent, bien évidemment, quand je dis il a porté ses fruits, je ne crie pas victoire, puisque cet incendie nous montre que on a tellement de revirements possibles, mais au moins la stratégie d'hier a été efficace. Il y a aussi, et je crois que c'est important d'en parler, un élan de solidarité assez extraordinaire. Peut-être que on n'en parle pas suffisamment, mais que ce soit du côté des restaurateurs, que ce soit du côté des habitants, que ce soit du côté des maires, aux alentours de chaque région touchée, on a l'impression qu'il y a une solidarité naturelle qui s'est mise en place, qui est quand même rare à observer. Je vais vous citer 3 exemples que j'ai eu à gérer dans la demi-heure passée, voilà, qui sont révélateurs. Toutes mes grandes surfaces locales, mes fournisseurs alimentaires m'ont tous contacté dans la matinée, me proposer d'amener leur stock de fruits et légumes à nos pompiers. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple, nos kinés locaux ont installé un centre de massage dans notre caserne et m'ont contacté justement pour élargir le dispositif. Et puis troisième exemple qui est peut-être plus anecdotique mais révélateur. J'ai un artisan de la commune qui m'a dit j'ai envoyé ma femme et ma fille dans loin de Cestas. Par contre moi je suis resté, j'ai une camionnette, j'ai un scooter. Si je peux aider même pour faire des livraisons en scooter rapides, efficaces. Voilà, ça vous montre que les gens ont envie d'être utiles et qu'on a un vrai élan de solidarité qu'on avait déjà vu nous dans notre commune puisqu'on avait été centre d'accueil de sinistrés. Et moi, je voulais remercier encore une fois tous les Cestadaises et Cestadais qui avaient fait preuve d'un élan de générosité extraordinaire, que ce soit dans la fourniture de biens ou de denrées ou dans le fait de se proposer en tant que bénévole. Ça c'est sûr que c'est un élan de solidarité à souligner. Encore une question, Jérôme Steph, parce que c'est un débat qui va nous animer entre 10h30 et 11h. Il y en a beaucoup qui critiquent certainement avec un regard extérieur et qu'on peut là aussi, qui peut nous déranger, mais qui critiquent aussi le manque de moyens à disposition, que ce soit du côté des Canadair, que ce soit l'équipement des pompiers. Les pompiers eux-mêmes d'ailleurs sont de plus en plus nombreux à taper du poing sur la table. Est-ce que vous avez depuis votre poste d'observation à un moment ou un autre l'impression de moyens qui ne sont pas suffisamment déployés, qui se la jouent, on va dire, un peu trop petits bras encore au vu de la gravité des incendies? Alors, à notre niveau, quand on voit la gravité de l'incendie, parce qu'il faut bien se rendre compte que à chaque incendie, on dit toujours que on emploie toujours des superlatifs, mais cet incendie, c'est du jamais vu. Ça sera certainement l'incendie du siècle sur la France métropolitaine, et donc forcément, ça nécessite énormément de moyens, même s'il y a déjà beaucoup de moyens. Il y a 2500 pompiers, il y a 18 appareils aériens qui ont été mis à disposition, mais bien évidemment, ça nécessite énormément de moyens. Il y a aussi, c'est pas que des moyens, il y a aussi des prises de décision aussi qu'il faut parfois peut-être retravailler et accélérer. Vous voyez, je parlais de la mise en place des pare-feux. Oui. C'est toujours compliqué d'avoir toutes les validations et il y a 2 jours on était en train d'essayer de mettre en place un pare-feu et on n'a pas eu le temps de le mettre en place parce que on était en attente des validations justement procédurales, et puis on s'est fait rattraper par la vitesse du feu et au final on n'a pas pu le déclencher. Mais voilà, j'espère que ça nous servira effectivement de leçon. Après moi je veux pas non plus tirer sur le dispositif parce qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre, mais devant un tel feu, il est clair que tout renfort est le bienvenu aujourd'hui.
Ça c'est sûr. Merci beaucoup Jérôme Steph d'avoir été avec nous, maire de Cestas, sur cette situation avec plusieurs réunions de crise interministérielle prévues aujourd'hui, dont une qui a commencé il y a plus de 16 minutes désormais, présidée directement par le président de la République Emmanuel Macron, pour justement suivre très attentivement ce qui se passe aux quatre coins de la France avec ces incendies de plus en plus spectaculaires. Et sur cette question toujours, on s'interrogera à partir de 10h30 avec nos éditorialistes et nos débatteurs sur ces manques de moyens, ce que certains appellent les manques de moyens. C'est du côté des pompiers, c'est du côté de certains maires, c'est du côté aussi parfois des habitants quand ils voient la situation face à laquelle ils se retrouvent. Est-ce que c'est la faute à Macron finalement, ce manque de moyens contre les incendies, que ce soit le manque de Canadair, le manque de budget, des camions de pompiers qui n'ont pas été remplacés, du budget ici et là qui a été sucré? Mais on en parlera ensemble au 0826 300 300. Pour le moment, il est 10h17 et on parlait des incendies. On va devoir tout doucement se pencher également sur les conséquences de ces incendies qui sont notamment économiques. On sera avec la CCI de Bordeaux-Gironde dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Liedo. Il est 10h19 sur Sud Radio. Ce sont ce qu'on appelle les aléas du direct. On devait essayer de faire le tour un peu de ces conséquences de ces incendies du côté de Bordeaux-Gironde avec la CCI, vous savez, qui est la chambre de commerce notamment. Il y a aussi de véritables interrogations par rapport à ça. On voit à quel point les entreprises vont être quand même extrêmement kidnappées. Il y avait une réunion interministérielle en réalité entre le ministre de l'économie, entre Serge Papin, qui est aussi le ministre du tourisme, des TPE et des PME, parce que les chiffres sont quand même assez délirants et ça mérite qu'on s'y arrête un tout petit peu, parce que évidemment une cellule de crise a été ouverte. Il y a un numéro unique qui doit être retenu, je vous le dis, c'est le 3006. Vous êtes du côté de Bordeaux-Gironde, vous faites partie des entreprises extrêmement gênées, extrêmement handicapées par ces feux. Vous avez toujours ce numéro que vous pouvez retenir, qui est le 3006, et c'est le président de la CCI qu'on essaye de joindre, qui est Patrick Seguin, et qui insiste naturellement sur la nécessité d'une réponse rapide face à l'urgence, sachant qu'il y a différentes aides possibles. On pourra à nouveau envisager le chômage partiel. Il y a des délais de paiement qui seront forcément assouplis vis-à-vis de l'URSSAF, et on aura également peut-être de la part de l'État un accompagnement financier et fiscal. Si jamais Patrick Seguin ne nous répond pas, on essaiera d'être avec lui peut-être demain matin. Je me retourne vers Antoine qui est du côté de la régie. Pas de panique, s'il n'est pas avec nous, on fait en sorte de l'avoir demain matin. Pour le moment, on est avec Diane qui est avec nous. Bonjour Diane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Diane. Comment allez-vous et dans quel coin vous situez-vous? Argelès-sur-Mer. Argelès-sur-Mer. Voilà. Je vous téléphone parce que je coche les 3 critères de ce que vous demandez. C'est-à-dire en 2023, nous avons eu le feu sur Saint-André-Argelès. Il était très gros. Ma maison a été brûlée, l'arrière de ma maison a été brûlée, ainsi que mon métier, mon travail. Mon mari est bûcheron, donc tout le dépôt de bois, la machine ont brûlé. Les seules aides que nous avons eues, c'est l'URSSAF. C'est-à-dire, alors attendez, on prend dans l'ordre Diane, c'est-à-dire que la forêt, forcément l'incendie a, j'imagine, privé totalement votre mari bûcheron d'un outil de travail. Vous avez demandé des aides ou l'État a promis des aides. Quand vous dites vis-à-vis de l'URSSAF, c'était quoi uniquement, j'imagine, un délai par rapport au paiement, non ? Non. L'URSSAF, c'est le seul organisme les impôts, l'État, la région n'a pas répondu. C'est le seul qui a répondu, c'est l'URSSAF. Ils ont répondu en donnant les trimestres à mon mari parce qu'on ne pouvait plus payer. On n'avait plus de travail pendant quelques mois. Donc ils nous ont laissé les trimestres et comme si on les avait cotisés et payés. Ils nous ont aidés sur ce côté-là. Et il y a une aide que l'URSSAF ont mis en place pour aider les sinistrés, qui nous ont pu nous donner un peu d'argent. Elle nous a donné un peu d'argent. C'est le seul organisme qui est super, qui nous a aidés. L'État et la région sont venus se montrer à la télévision, mais ils n'ont rien fait. Même le maire d'Argelès n'a rien fait. D'ailleurs, il a été sauté. Après, donc voilà, ma maison a été reconstruite. Et il y a eu à côté de moi, il y a une autre bûcheron qui a brûlé la maison. Il y a eu 9 maisons qui ont brûlé. Et les assurances ont répondu, personne ne les a aidés. Après, ça, je veux dire, et on passe par des périodes très, très, très dures. Après, il y a eu ma fille qui est pompier. Elle est pompier volontaire. Là, actuellement, on demande les pompiers. Attendez, je vais vous expliquer. Elle est pompier volontaire depuis 14 ans. 14 ans et demi, elle allait faire ses 15 ans. Non, plus de 20 ans, puisqu'elle a demandé ses 20 ans de pompier. On le lui refuse. On le lui refuse, les 20 ans de pompier, parce qu'on la met en mise à pied. En juin, ils l'ont mise à pied. C'est-à-dire, on lui renouvelle pas le contrat en fin d'année. Vous savez le motif? Parce qu'elle est pompier volontaire et qu'elle ne fait pas assez de garde. En plein divorce, problème familial, elle ne fait pas assez de garde. Donc 20 ans. Et attendez, en juin, elle a les capacités, elle a tout, et on lui dit, vous ne pouvez pas aller au feu.
vous restez dans un camion, mais vous ne pouvez pas aller au feu. Et c'est pas la seule. Je peux vous dire que dans la région, c'est pas la seule qui se passe ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils ont du métier, qu'ils peuvent y aller et qu'ils ont envie d'y aller, mais on les fait à mise à pied tout simplement parce que ils ne prennent pas assez de garde avec leur travail, parce qu'ils bossent à côté. Ils ne prennent pas assez de garde. Donc ils doivent faire le métier d'un professionnel. On leur oblige pratiquement de faire des métiers de professionnels amateurs, pas payés, parce que c'est pas grand chose de payer. Non. Et en plus, on vient de leur réduire. Il y a 2 ans, on leur a réduit la retraite. C'est-à-dire qu'ils cotisent tous les mois. Et on leur a réduit les retraites, c'est-à-dire qu'on a comptabilisé des retraites des pompiers volontaires, on leur a sucré. Donc oui, je mets la faute à Macron. Oui, je mets la faute à Édouard Philippe. Oui, je mets la faute à Manuel Valls. Vous préparez le débat qui arrive dans quelques minutes, là, Diane. Vous anticipez déjà, mais simplement. C'est les 3 critères que je non, mais bien sûr, et vous avez raison de nous passer un coup de fil, Diane. Mais il y a aussi quelque chose dans ce que vous dites. Votre fille actuellement, qu'est-ce qu'elle fait là? J'imagine qu'elle accepte. Pompier. Oui, non, mais ça j'entends, mais ça veut dire qu'avec tout ce que la situation que vous nous avez décrite, elle est quoi? Elle est dans un camion, elle est spectatrice, ou finalement ils l'ont mobilisée? Alors attendez, elle est en caserne. Elle est en caserne, et je peux vous dire même la caserne que c'est le boulot. Elle est en caserne. Et le chef lui a enlevé la mobilisation pour pouvoir aller sur le feu, alors qu'elle a l'expérience. Elle prend les voitures et elle prend les voitures, elle va prendre les voitures et elle fait des tours de voitures pour voir s'il y a des feux. Elle part en second. Elle peut plus partir en premier, elle est obligée de partir en second s'il y a un feu. Voilà où elle a 20 ans d'expérience et on lui refuse le truc de 20 ans parce qu'elle ne prend pas assez de garde. Non, mais c'est hallucinant ce que vous nous racontez, surtout quand on sait que 80% aujourd'hui des rangs des pompiers sont précisément comblés par ces courageux ou ces courageuses sapeurs-pompiers volontaires. Et c'est pas la seule. Et c'est pas la seule. Je peux vous dire que c'est pas la seule. Et en plus, c'est pas la seule. Donc quand vous les entendez, ces bureaucrates qui sont chefs, c'est des bureaucrates et qui sont dans un bureau et qui ne savent même pas faire le 3/4 quand vous avez un accident, qui ne savent même pas faire du bouche à bouche ou du crise cardiaque. Ils ne savent même pas le faire. Ces bureaucrates, ces chefs. Mais vous avez raison de passer un coup de gueule, Diane, parce que quand on voit l'urgence de la situation, c'est comme à l'instant le maire de Cestas qui nous explique qu'il n'a pas pu faire des pare-feux à temps uniquement parce qu'il n'y avait pas la bonne signature en dessous des documents. Ça donne envie de tout casser, il faut se dire les choses. Voilà, et en plus on leur sucre la retraite, il y a 2 ans de ça, on leur a sucré, on leur a comptabilisé de la retraite, on leur a sucré. Au nom de quoi? Au nom du budget. Oui, mais bien sûr. Vous avez raison, Diane, c'est absolument affolant, c'est rageant et c'est désespérant cette situation. C'est que des pompiers volontaires. Mais bien sûr, Diane. Vous voyez les pompiers professionnels, que eux ne sont pas emmerdés, que eux refusent des missions et qui laissent tout aux pompiers volontaires, que eux ils bossent à côté, c'est simplement, et ils ne devraient plus avoir de vie de famille. On leur oblige pratiquement à ne plus avoir de vie de famille. De toute façon, il n'y a rien qui va avec les pompiers quand on voit le prix qu'ils sont payés, quand on voit la situation en effet que vous décrivez, avec qui plus est le fait qu'ils soient obligés de combiner 2 vies et c'est comme ça qu'on les traite, c'est absolument scandaleux et c'est même totalement révoltant. Merci beaucoup, Diane, d'avoir été avec nous et je vous remercie de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300 pour passer, là on l'a bien compris dès le début de semaine, un véritable coup de gueule, Diane, et sur ce que vous avez évoqué, la responsabilité parfois de certains politiques. On va se la poser cette question parce que vous avez entendu depuis quelques jours désormais, quand on voit ces feux affolants, la question des Canadair, la question du manque d'équipement des pompiers, la question du manque de véhicules des pompiers. Est-ce que finalement tout ça, ce n'est pas la faute à Macron? Certains l'accusent, que ce soit d'avoir sucré le budget, de ne pas avoir suffisamment anticipé les Canadair. Est-ce la faute à Macron quand on s'intéresse au manque de moyens contre les incendies? On en parle avec vous et avec nos débatteurs qui arrivent en studio au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio.